commencer, alors je suis très heureuse d'être ici à Meadowbrook aujourd'hui avec M. Castonguay, puis son garçon Daniel, pour partager des expériences de Rayside Valfour. Alors, votre famille est arrivée, vos grands-parents. Alors, j'aimerais que vous décriviez vos grands-parents, qu'est-ce que c'était, vos parents, puis votre famille, là, puis où est-ce que vous êtes établis à Chelmsford quand ils sont arrivés ici. Les grands-parents sont arrivés à Chelmsford en 1896 de Saint-Lazare, Québec. Et puis, dans cette période de temps, le gouvernement vendait des terrains à très bon marché. Et puis, dans la région de Saint-Lazare, qui se trouvait dans la province de Québec, l'économie était ni plus ni moins un peu difficile. L'économie n'était pas trop bonne. Alors, un groupe d'eux autres, des Castonguay, des Rabillard, des Larocque, des Goro, que j'ai de connaissance, se sont envenus dans la région de Chelmsford. Parce que le gouvernement, là, j'ai un peu de problème. Est-ce que le gouvernement donnait des subsides? Je ne suis pas certain. Mais ce sont emmenus, la grosse majorité, sur des fermes. Tous les gens en question que je viens de nommer, là, ça c'est tout emmené sur des fermes dans le canton de Rayside ou dans le canton de Balfour. Alors, ça a commencé ni plus ni moins à défricher un peu du terrain qui avait à être à défricher, hein, jusqu'à un certain point. Vos grands-parents se nommaient? Il s'appelait Cyprien Signor, ni plus ni moins. Et puis, la grand-mère s'appelait Lise Martel, de famille. Puis ils sont venus s'installer où à Chelmsford? Aux quatre coins, à 1 mille du village de Chelmsford. Ils appelaient ça aux quatre coins parce que le grand chemin passait juste en face de chez nous, qu'on appelle. Et puis, on était juste à 1 mille du village complètement. Et puis, aussi, les grands-parents avaient obtenu du terrain dans le canton de Rayside, vers le lac Whitewater Lake. Ils ont obtenu du terrain là, du gouvernement qui était censé d'être assez beau, assez gros pour construire un moulin ici. Qui a été construit à peu près dans les années de 1914, à peu près dans ces années-là. Ça, c'est un moulin ici qui a été construit par votre grand-père? Par grand-père? Oui, le grand-père Cyprien. Près de Whitewater Lake? Oui, à Whitewater Lake, au nord du terrain en question, qui se trouvait sur la rue Sainte-Agnès. C'est la rue Sainte-Agnès qui traverse le canton de Rayside complètement. Puis là, votre père, par exemple, était situé là, où c'est qu'il y a la Harrington aujourd'hui, puis la 144. Oui. Où est-ce qu'il y a l'hôtel, là? Exactement, l'hôtel Northland. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de Lise puis de Cyprien. Quelle sorte de personne que c'était, ça? Puis quelle sorte de... Je regrette, je ne les ai pas connus. Ils sont décédés avant que je vienne au monde. Alors, c'est seulement que des choses que j'ai entendu parler par mes parents, ma mère, mon père. Mais pour dire que je les ai connus, je ne les ai pas connus. Mon grand-père est décédé en janvier 1923. Moi, je suis né en mai 1923. La grand-mère est décédée à peu près 10 ou 12 ans plus avant le grand-père. Mais là, vos parents, vous, c'était qui? Votre père, votre mère, c'est quel... Ma mère, mon père, c'était Alphonse Légory, qui s'appelait Castonguay.
Ma mère, c'était Marie Ann Bradley. OK. Alors, parlez-moi d'eux autres. Vous les avez bien connus, eux autres, là, vos parents. Alors, est-ce qu'ils ont travaillé dans le moulin ici? Est-ce que votre père a Oui, travaillé? ils ont travaillé dans le moulin aussi. Pour dire quel ouvrage, là, c'est un petit peu difficile parce que je n'étais pas au monde dans le temps, là. Mais ils ont définitivement qu'ils ont travaillé. Ça a fermé quand, ce moulin-ci, là? Ça existe. Ça, c'est à peu près juste avant la Première Guerre mondiale, de 14 à 18, dans cette période de temps-là que ça a été construit, ça. Puis ça a fermé dans ce temps-là aussi. Ça n'a pas duré Ça longtemps. a pas- Non, ça n'a pas duré tellement longtemps. Pour raison que le marché a commencé à descendre, les ventes ne se faisaient plus, et puis, en tout cas, ils ont été obligés de discontinuer, de scier du bois, puis Puis retourner à cultivateur. de retourner à C'est cultivateur ça. comme tel. Parlez-moi de la vie sur la terre là, pour Alphonse et Marianne, puis combien d'enfants qu'ils ont eu là. Puis quelle sorte de vie qu'ils ont eu sur la terre. Et ils ont été là après cette guerre de 14-18, ils se sont installés aux quatre coins qu'on appelle, dans le canton de Balfour, hein, à 1 mille du village de Chelmsford. Et puis, ils ont élevé, ils ont commencé il y avait une fromagerie aussi, proche, aux quatre coins de Chelmsford. Il y avait une fromagerie, là, et puis là, ils ont commencé à vendre leur lait à la fromagerie à Chelmsford. Qui était là au bord de la rue. Qui était juste au bord de la rue, d'où ce que c'est que le petit magasin, tu sais, il y a un petit mall, là. Harrington Mall. Bon, ben là, il y avait une fromagerie, là. Ça allait, ça, au nord-est. Oui, Oui, au nord-est. nord-est. Oui, oui. Exactement, le nord-est, nord, oui, ok, en non, effet. je savais pas ça. Qui Ouais. est-ce qui appartenait ça, cette fromagerie-là, c'est au niveau des... Là, c'est des Italiens mariés avec Madame Lalonde qui existait, où Phil a vécu pendant un certain montant d'années en face de l'école secondaire. Ok. Il y avait, les gens qui ont appartenu à cette ferme-là, c'était des Lalonde. Et puis, une de leurs filles a marié un Italien. Et puis, là, ben, c'est là que cette fromagerie a existé pendant un certain montant d'années. Et puis là, il y a eu un peu de friction parce que il y avait des gens qui avaient ce qu'on appelle des vaches à lait Holstein. D'autres avaient des Ayrshire qui donnaient plus de gras, plus de crème dans le lait que d'autres. Et puis, il y a eu un genre de friction, là. Par rapport que tout le monde t'a payé sur le même prix, tant de la livre, mais ceux qui avaient plus de crème dans leur lait, ils sortaient plus de fromage comme tel. Fait qu'alors, la chicane a commencé là-dedans. Et puis, finalement, ça a fini que la fromagerie, au bout de, je ne peux pas dire exactement combien d'années, mais pas tellement d'années, la fromagerie a fermé. Parce que, comme petit bonhomme, là, moi, avant d'aller à l'école, j'ai été joué dans cette charmante fromagerie-là. Là. Alors, vous avez bien connu ça. Oui, je l'ai connu comme tel, mais pas en fonction. Non, non. Après. Après. Votre père, alors, est-ce qu'il cultivait la terre aussi, ou est-ce qu'il y avait seulement que les vaches, là? Oui, ben, il y avait de la culture de terre et semence, du grain, c'était plutôt le grain et le foin pour nourrir ces vaches à lait. Et puis, mais il n'était pas des gens pour cultiver des patates comme beaucoup de gens, parce que le terrain n'était pas de la bonne qualité pour cultiver des patates. Est-ce qu'il pouvait faire assez d'argent avec les vaches à lait pour avoir une bonne vie, par exemple? Oui. Justement, Mathilde, ben, franchement, il y avait assez de revenus de ces vaches à lait-là pour faire une vie raisonnable. Et puis, en tout cas, de ce que c'est que j'ai eu dans ma vie, comme tel,
jusqu'à... de ma connaissance, jusqu'à à peu près au temps où je suis... Non, après que j'ai été né, qui ont continué à vendre du lait, mais non plus à la fromagerie, parce que la fromagerie a fermé. Et puis là, ben, il y a vu un peu de dépression comme telle après la guerre de 14-18, là. Il y avait un temps, là, il a été très... C'est très quoi ça, une dépression? Pour les gens qui connaissent peut-être pas ça, ça veut dire quoi une dépression? Une dépression, c'est l'économie en général assez grand. Ni plus ni moins après la guerre de 14-18, là, il y a eu un manque d'économie qui a été établi presque à la grandeur du Canada, là. C'était un temps assez difficile, ça, là. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas d'emploi. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas d'emploi. Même, on va dire, bien franchement, ils ont été obligés d'instituer ce que c'est qui était appelé un relief quelconque. Hein? Parce que là c'était rendu trop difficile, le monde ne pouvait plus arriver. Ils ne pouvaient plus vendre le lait, ils ne pouvaient plus vendre le bœuf, les affaires-là. Fait que c'est de même qu'ils ont institué ce que c'est qu'ils appelaient dans ce temps-là un relief pour aider aux gens, aux familles. Comment ça fonctionnait, ce relief-là? C'était-tu de l'argent qui leur donnait? Là, je suis un peu, si je peux user le mot, embêté, parce que j'étais trop jeune, là, moi, là. J'étais un petit bonhomme, là, à peu près de... Arrête un peu. Je suis né en 23, j'ai commencé l'école en 1929. Et puis, c'était... La charmante dépression a commencé en septembre 1929, pour être logique, là. Et puis ça a duré pendant quoi? Je dirais, ben, jusqu'en 1937, la charmante dépression a duré. C'était un temps très difficile pour les cultivateurs, ça, là. Alors, puis parlez-moi donc, OK, alors c'est difficile, mais les parents ont quand même de grandes familles dans ce temps-là. Oui, des grandes familles, mais il y en a que, comme de raison, comme bien d'autres, il y en a qui se sont mariés, et puis ça par là. Et puis, dans cette période difficile qui a existé, mes parents se sont décidés d'aller vendre leurs produits à Carvercliff. Le produit de la ferme, comme du beurre, de la crème, des patates, des légumes, et puis de la volaille, des œufs, ces affaires-là. Et ils ont appris au travers des journaux comme tels qu'il y avait Comme un marché, là. il y avait un marché quelconque à être capable de vendre leurs produits de ferme pour survivre. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1932, qu'ils se sont décidés d'aller vendre leurs produits de ferme. Et c'est alors que ça les a aidés beaucoup à survivre. Et vous envoyez les enfants aller à Coppercliff. Non, nous autres, on n'allait pas à Coppercliff. Ah, seulement que nos parents, mon père et ma mère. Ah, Ils s'organisaient un voyage pour le samedi ouais. de différentes choses. Ah, Ils ok. pédalaient de porte en porte. c'est Exactement. ça? Il y allait de porte en porte, et puis s'il y avait besoin des œufs, des patates, différentes choses de même. Puis à l'automne, ben là, on élevait des cochons. Et puis, on faisait boucherie, puis il allait vendre ça, débité. Il prenait des ordres des gens de qui il pouvait, tu sais, Qui voulaient acheter d'eux autres. Là, qui oui, qui voulaient acheter d'eux autres, exactement. Mais un exemple, si tu voulais avoir 3-4 chops, ben non, un rôti de l'or, c'était plutôt débité en quantité pour une famille. Fait que ça existait, c'est ce que c'est qui a sauvé mes parents de cette charmante dépression qui a existé pendant, de 1929 à aller à 1937. Alors, ça a été des temps difficiles. Des temps très difficiles, spécialement
avec des familles, mais j'avais des frères qui étaient partis, moi, de chez nous, là. La famille avait commencé à s'en aller, comme... Parlez-moi de toute votre famille, là. Alphonse puis Marianne ont eu combien d'enfants? Puis qui était... de ma mémoire, là, c'est 9 enfants, 6 garçons, 3 filles. Puis il y en a qui sont partis, là. Ben, il y en a qui ont parti pour aller gagner leur vie, parce que, écoute, là, tu peux pas rester à la maison, là, ni plus ni moins, spécialement au commencement de la dépression. Tu as un certain montant d'ouvrage, mais tu viens, si tu n'es pas capable de vendre ton produit, ben... T'as pas d'argent, tu peux pas il vivre. n'y a pas d'argent, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Et c'est aussi, je reviens à ce qu'on parlait avant, au commencement, dans l'hiver, le gouvernement conservateur donnait des contrats de charroyer du gravois, du Century Pit, à venir à Chelmsford, et puis on appelait ça, nous autres, ils faisaient des... Que c'est que le mot français, je ne l'ai pas, là, mais ils faisaient des dons de gravois pour qu'au printemps, après que la neige était partie, pour ni plus ni moins réparer les chemins qui avaient travaillé par la gelée, puis ben des affaires-là. Fait que ça, c'était de l'aide que le gouvernement sortait comme tel. Pour s'assurer que le monde ait quelque Pour, chose à vivre dans pour l'hiver. donner de l'ouvrage aux gens de la place. Parce que le fermier ne pouvait pas cultiver l'hiver. Ben non, les fermiers ne pouvaient pas cultiver, et puis il m'a dit, ben franchement, le marché de cultivateurs ne fonctionnait pas. C'était ni plus ni moins plate qu'on appelle en langage commun. Hein. Mais puis là, tout le monde avait des terres. Alors tout le monde ne pouvait pas vendre à d'autres. Là, parce Ben que non. tout le monde cultivait. Non, tout le monde était pas mal sur le même pied d'égalité comme tel. Mais une chance que le gouvernement a aidé au fermier. Le gouvernement a aidé, puis il m'a dit, ben franchement, comme on a parlé un peu au commencement, il y avait de la politique là-dedans comme telle. Ça, faut pas... Parlez-nous de ça, de la politique dans ce temps-là. Quel parti qui était les partis, c'était le Parti conservateur qui était au pouvoir pour un moment donné. Exactement. Et puis, j'ai pas honte de dire, ceux qui n'étaient pas conservateurs avaient beaucoup plus de difficultés. Il y avait, comment expliquer, il y a quelques libéraux ont vu de l'ouvrage, mais c'était du monde ni plus ni moins des gens qui se faisaient pas aller, qui parlaient pas pour rien. Puis critiquaient pas le Et parti au critiquaient pouvoir. pas le parti, puis les affaires-là. Ils étaient ni plus ni moins assez gentils pour être capables d'accepter, puis ni plus ni moins qu'ils étaient capables d'aller charroyer du gravois pour s'aider. Fait encore. Parlez-moi de bons souvenirs. Ça a été un temps difficile. La plupart des fermiers ont eu de la misère. Oui. Mais parlez-moi des souvenirs où ce que vous avez eu du bonheur, que vous avez quelques souvenirs de votre enfance ou de votre jeune enfance ou d'adolescent qui vous ont marqué. Parce que, même s'il y avait de la peine, du travail, il n'y avait pas d'ouvrage, il y avait de la misère. Ben, je peux dire que dans le temps des fêtes, c'était tout le temps un temps joyeux, joyal, qui est le bon mot dans la famille. C'est quoi ce temps des fêtes-là? Comment ça se passait dans votre temps? C'était à jouer aux cartes. Mes parents n'étaient pas des gens pour chanter comme tel. C'était à jouer aux cartes, compter des histoires, et puis les affaires là. Fait que c'était le passe-temps du temps comme tel. Parce qu'il n'y avait pas de télévision dans Il n'y avait pas de télévision, non. Ça existait pas. Peut-être la radio existait? De la radio, oui, mais plutôt, ça c'est devenu ça. La radio en 1936. Le premier radio qu'on a vu dans la maison, mais ça, c'était seulement que pour les nouvelles, ça. C'était pas de quoi qui
qui se servaient à cœur de jour dans la maison pour écouter, soit chanter, vos affaires-là, c'était autant des nouvelles qui Pour se... savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde. Exactement, pour savoir ce qui se passait dans le monde, ouais. C'est ça. Alors, le temps des fêtes. Le temps des fêtes, oui. Jouer avec Est-ce tes qu'il y avait chiens. d'autres? Tes Pardon? chiens, tu disais, t'avais joué avec tes chiens, là. Ah, oui, Vos j'ai... loisirs, c'était quoi, là, vos loisirs pour jeunes, là? Alors, Mes loisirs, honnêtement, c'est spécialement l'hiver, c'était de me promener avec une paire de chiens qu'on avait. J'allais à l'école avec mes chiens, puis j'allais les laisser à... Il y avait un étable pour les chevaux à l'hôtel à côté de l'école à Chelmsford. Et puis j'allais serrer, mettre les chiens là pour passer la journée, le temps que j'étais à l'école. Hein. c'était un mille d'école, là. Alors, Ah, vous aviez j'étais à vos un chiens. mille d'école, C'était oui. cinq l'hiver, puis vous serviez de vos chiens, ou est-ce que vous marchiez durant le restant de l'année? Comment ça se rendait? Le restant de l'année, on marchait pour aller à l'école. L'hiver, j'étais le chanceux d'avoir une paire de chiens. Mais le restant de l'année, après que la neige était partie, on marchait soir et matin pour aller à l'école. C'était la mode. On n'était pas les seuls. C'était, je dirais, pour une bonne partie des gens chaque bord de la concession qu'on demeurait. Les gens T'as-tu allaient... la une, ça, qu'on appelait ça? Comment est-ce qu'on appelait votre concession dans ce temps-là? T'as-tu la une? Non, la une était à 1 mille plus au sud de chez nous. Ou ce que je mets la vallée, là? Oui, exactement. Chemin la vallée, là, ça, c'était la une, ça. Il y avait une petite école de campagne, là. Vous n'alliez pas à cette école-là? Nous autres, on n'a pas été... mes frères, les deux plus âgés, ont été à cette école-là pour un bout de temps. Après ça, mes parents ont transféré leur taxe d'école à Chelmsford parce qu'il y avait meilleur enseignement. Et... Ça, est-ce que c'était l'école Saint-Joseph? Exactement, l'école Saint-Joseph, oui. Parlez-moi un petit peu de l'école. Qu'est-ce qui se passait à l'école dans ce temps-là? On avait-tu quelle sorte d'enseignement? Bien, premièrement, on avait des sœurs grises qui nous enseignaient. Et puis, vas-y, le gars, c'était très... Il était, je peux expliquer, il était à Lapage, les bonnes sœurs. Il n'y avait pas de niaisage, là. Avez-vous eu le martinet, vous? Oui, je l'ai vu le matin. Moi aussi! Moi aussi, Il y a j'étais pas à qu'il y a pas cette d'enfant qui a pas eu. Oh, là, tu parce que ça m'a manqué de messe! Comme enfant, on m'a dit, ben, vraiment, on n'est pas des petits Jésus qu'on appelle, là. Oh, on fait des affaires, des fois, que tu sais, sans vouloir mal faire, on fait des affaires qui n'est pas supposées être faites, et puis en tout cas, oui, j'ai vu le matinat. Alors, c'était les religieux, c'est sœurs grises. Oui, Ils enseignaient à la page. Donnez-moi un peu un horaire d'une journée, qu'est-ce que vous faisiez là quand vous alliez à l'école? Vous arriviez avec votre team de chevaux, vos chiens, vos deux chiens. oui. Puis là, vous en alliez, comment à quelle heure? Puis qu'est-ce que On commençait à l'école à 9 h le matin. Ça, c'était définitif, ça. Et puis, comme de raison, si ma mémoire est bonne, à 10h30, on avait un genre de récréation pour à peu près 15-20 minutes, si ma mémoire est bonne, pour aller à son besoin personnel et puis marcher, jouer. Après ça, jusqu'à sur l'heure du midi. Sur l'heure du midi, ben là, on descendait dans le soubassement, on avait une place spécialement l'hiver pour manger, on avait des tables pour manger, ceux qui venaient de la campagne. Comme nous autres, c'était les Leroux, les Charbonneau, les Saint-Onge, les Dubois, les Lavallée, nous autres, les Castonguay. Ça prenait une place pour manger le midi. Fait que, encore. C'était une bonne expérience, très bien éduquée par nos bonnes sœurs grises. Est-ce que l'éducation se faisait tout en français? Oui,
on avait seulement que, si ma mémoire est bonne, c'était seulement qu'à peu près 1 heure, si je me rappelle bien, 1 heure par jour de lecture anglaise. On avait un livre là, qui venait du département d'éducation de Toronto, et puis il fallait lire au moins un paragraphe par jour. De ma connaissance, là, c'est à peu près ce que c'est qu'on a eu comme tel. C'était un petit peu difficile de prendre la vie comme telle en n'ayant pas trop d'éducation anglophone. J'ai appris à parler anglais, mais en allant à Carver Cliff, comme j'ai parlé au commencement, ça m'a aidé comme tel. Mais mon anglais étant ni plus ni moins un petit peu robuste. Mais ça rend assez bien. J'ai continué quand j'ai été travailler dans les mines, mais là, le langage n'était pas pareil, là. Là, T'as un autre langage. un autre Un langage. langage d'homme. T'as un langage d'homme, un langage un peu de Religion. gars de bois, qu'on appelle, lumberjack. Oui, oui. Et puis, quand... Ça a commencé quand, les mines? Parce que les... les mines ont presque tout le temps existé pendant. Là, je peux pas parler trop quand c'est commencé à Carver Cliff. Mais je vais parler du temps de la dépression, après la dépression, que la mine de Levaque a réouvert en 1937. Et puis ça, là, ça a donné un genre de boom, si je peux m'exprimer, de ça à la région complète, hein, parce que ça a fait du bien. Mais tout le temps, la dépression, il y a tout le temps vu de l'ouvrage qui s'est fait à Carver Cliff, je me souviens, comme à la mine Froude, et puis la mine de Creighton. Ça, c'est des vieilles mines, ça, là, qui ont existé qui ont commencé avant que le chemin de fer passe du CPR. Alors, ça avait créé de l'emploi. Ça va créer de l'emploi, puis il m'a dit, Plusieurs vraiment, personnes. qui était bienvenu comme tel. Mais c'était pas tous les gens qui pouvaient aller travailler là. Il a vu, franchement parler, il a vu un peu de discrimination, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans le monde, ça. Le francophone a vu un peu de difficulté à aller travailler aux mines pendant plusieurs années. C'était plutôt des anglophones de nations étrangères, des ça. En tout cas. Mais au travers du temps, fort probable que nos gens politiciens sont venus à bout de faire comprendre à la compagnie, comme a dit le gars, les francophones, t'es pas plus bête que les autres, là. C'est encore du bon monde. C'est encore du bon monde, tu sais. C'est ça. Alors, vous avez commencé à travailler dans les mines. À quel âge vous avez commencé ça? Moi, j'ai commencé à travailler dans les mines en 1945. Que j'ai commencé à travailler dans les mines. Parlez-moi, quand est-ce que vous avez commencé à travailler dans les mines? Étiez-vous marié à ce moment-là? Oui, j'étais marié. Je me suis marié, moi, en 1900... Arrête un peu quoi je pense, là. 1942. Avec Aline Lavallée. Ça, c'est venu, ça. Le temps qu'on a été... le temps qu'on a été à l'école, tous les deux. Vous êtes allés à l'école Saint-Joseph ensemble? Ensemble. Et puis, c'est là que ça a commencé tranquillement, ça, là. Parce qu'ils sont traînés avec les chiens. Ouais. C'est ça, donnez-vous des tours de traîneau? Oui, il m'a dit, franchement, moi, j'allais, comme je l'ai dit, j'allais laisser mes chiens à l'hôtel. Et puis, un peu plus tard, il y avait un de mes oncles par mariage qui se trouvait, sa femme était la sœur à mon père. Là, j'allais apporter mes chiens là, ni plus ni moins. Chez Et M. puis, qui, ça? hein? Chez qui? Mon oncle Daniel Gravel. Ah bon. Et puis, là, j'allais chercher, par le temps que je partais d'école, aller chercher mes chiens, et puis prendre la rue Harrington pour m'en aller chez nous. Bon, ben, ma femme m'attendait
Ah, vous étiez pas mariés dans ce temps-là? Ben non, à l'école. Ça, je l'ai dit. Ah, vous attendez, là. En m'attendant pour que je l'embarque, et puis jusqu'aux quatre coins chez nous, où on demeurait, puis là, elle débarquait personne n'aurait chez elle. C'était-tu les Lavallées, ceux qui restaient ça... Où est Bélanger Ford aujourd'hui, là? Ah, OK. Ouais. Ça fait que, en tout cas, c'est Ben, là. c'est là que ça a commencé. Ben, réellement, oui, faut que je dise, oui, c'est là que ça a commencé, ça, cette histoire-là. Ça. Parlez-moi, j'ai assez de questions à vous poser, parce que c'est intéressant. Parlez-moi de la vie d'amour dans ce temps-là. Comment est-ce que c'est? Si vous aviez donné des conseils aux jeunes, vous avez été marié combien d'années avec votre épouse? Puis avec Aline? Mhm. Combien d'années vous avez été mariés? Puis qu'est-ce que c'est qui a été un succès pour vous dans votre relation de couple? Je saute un peu, là, mais Oui, c'est parce que oui, je veux oui, jamais oui, qu'on oui, donne oui. des conseils aux jeunes. Là, il faut que je m'arrête et penser, honnêtement. Parlez-moi combien d'enfants vous avez eu ensemble? 12. Qu'est-ce qui a fait ça? Vous avez eu d'où? On va prendre un portrait de ça tout à l'heure, là. Ça, c'est la terre là-bas, là, la ferme. Oui, là-bas. La ferme est là, là. La Oh, ferme, puis la parfait. maison. La Oui. maison aujourd'hui est encore là, ça a vu la vallée. Ouais. Imagine-le. Ok, mais je veux savoir, là, vous avez eu 12 enfants. C'était pas des temps faciles, là. C'est des temps. Non, il y a eu des temps difficiles parce que l'histoire de cultivateur est devenue difficile par rapport à la charmante fumée qui sortait de l'industrie de Carvercliff. Le charmant résidu, c'est-tu le bon mot, je ne sais pas, mais C'était une genre de pollution. la pollution Avec qui le sortait de CO2. là-dedans nous a causé beaucoup de problèmes comme pour cultivateurs. Là, on a commencé à avoir du problème avec nos vaches à lait. Les vaches avaient des maladies de différentes manières. Et puis, on était inconnaissants dans ce domaine-là. On n'avait pas de vétérinaire dans la région. Le vétérinaire le plus proche était à Verner. C'était impossible pour lui de venir voir nos problèmes et essayer de guérir nos problèmes. C'est ce qui est arrivé. Les circonstances d'environnement avec Exactement. l'industrie des mines Oui. vous a causé des ennuis A dans les causé fermes. des ennuis terriblement aux cultivateurs. Puis là, les gens ont commencé à discontinuer d'être cultivateurs. Et puis, tu viens à un point, il faut que tu ailles chercher du revenu en dehors de ton chez vous. Parce que c'est que Ça fonctionne plus. ça ne fonctionne plus, là. Ça fait que c'est le même que j'ai discontinué. Premièrement, mes parents sont morts jeunes. Mes parents sont morts, moi, en 1948. Si ma mémoire est bonne, arrête un peu, là, j'essaie, il faut que je pense, là. À peu près 48, oui. Assez jeune. Assez jeune, il y avait seulement que 54 ans. Ma mère est Des morte. grandes pertes pour vous, ça, là. Pardon? Ça a été des grandes pertes. C'était des grandes pertes, et puis, quand tu es jeune, tu n'as tout le temps à apprendre jusqu'à un certain point. Fait qu'ils sont partis pas tellement loin entre là, les deux. Là. Mon père avait 58 ans, décédé du cancer, oui. Fait que là, l'histoire du problème avec nos vaches à lait, là, je me suis décidé de me débarrasser de mes vaches à lait puis de m'en aller travailler aux mines en 1945 que j'ai fait ça. Est-ce que vous avez passé votre vie aux mines ou est-ce que vous avez fait Non, autre chose? j'ai été seulement que 10 ans dans les mines. Et puis, le genre d'ouvrage que j'ai eu dans les mines, c'était ce qu'on appelle, en anglais, c'est Diamond Driller. Et puis, tu es tout seul à travailler, en général. Et puis, tu as le temps que la machine travaille, toi, tu as le temps de penser. Et puis, j'ai commencé à penser, ouais,
il fait noir comme sur le loup. À 1500-1600 pieds sous la, sur la terre. Un jour, je vais mourir puis je vais être encore dessous. Sous la terre, c'est pas une vie à faire, ça. C'est de même que... Vous avez laissé après 10 ans. J'ai été là 10 ans, puis j'ai discontinué ça. Ouais. Vous avez perdu vos parents jeunes, mais j'aimerais que vous me donniez des caractères. Le caractère de votre père qui vous a marqué, puis le caractère de votre mère. Quelle sorte de personnes que c'était? Ils ont eu de la misère, vous avez parlé de la dépression, vous avez parlé de la terre, ils sont venus à bout de faire marcher la ferme. Oui. Mais donnez-moi, je veux que vous me donniez des caractères là, ou des forces d'Alphonse, puis des forces de Marianne. C'était deux personnes qui avaient un grand courage. On appelle ça dans mon langage, un courage de lion. Jamais arrêté par rapport à ce que c'est qui survenait. Il y avait tout le temps une capacité entre les deux de se comprendre et puis de continuer. Parce qu'en 1935, toute la grange a passé au feu. On a tout perdu le 5 novembre 1935. Et c'était un gros choc pour eux autres, qui ont été obligés de recommencer, ni plus ni moins à zéro, qu'on appelle. Sortir, se trouver du bois pour reconstruire la grange. Ça été très, très, très difficile. Deux personnes de courage de lion, qu'on appelle. Ils n'ont pas perdu la vision, aux autres. Non, ils n'ont pas perdu la vision. Il fallait qu'ils continuent. Et puis, à se parler, ni plus ni moins. Puis, mon père était une personne assez... comment dire, on appelle ça, nous autres, genre directeur comme tel, tu sais. Ferme, puis savait où il s'en allait. Oui, exactement. Il savait où il s'en allait avec très peu d'éducation. Puis très peu de ressources, là. Oui, très peu de ressources, oui, tu peux dire ça en effet, oui. C'est vrai que quand ils ont perdu la grange et les étables, ces affaires-là, il y avait un peu d'assurance, mais peu importe. Ça ne remplace jamais le dommage qui était fait. Hein? Ça, c'est arrivé le 5 novembre, ça, 1930. Ça vous a marqué? Les dates sont encore là dans votre cœur? Oui, bien absolument. Absolument, parce que là, nous autres, j'étais pas tellement vieux, là, moi, là. Et puis, tu sais, on a été obligés de faire certains ouvrages qui n'existaient pas avant, puis qui est survenu par l'amour de ça, tu sais. Votre père était directif. Votre mère, quelle sorte de femme que c'était, elle? Dans tout ça que vous dites, une femme débrouillarde, beaucoup. Courage de lion, qu'on appelle. Travaillante comme... on va dire bien franchement, il y en a encore des femmes travaillantes aujourd'hui, mais pas de la même manière. C'est pour le temps où ils ont vécu, ces gens-là, c'est des gens très capables, très forts. Une croyance terrible en Dieu, ni plus ni moins, que, si je peux dire ça de même. Il n'était pas seul. Il y avait Dieu, il y avait la religion qui Oui. était là pour les appuyer. Exactement. Puis c'était Oura par là. Oui, aura. Ta mère, Et c'est toi, doigt dans le nez. C'est l'expression de ma belle-mère, moi, les reines de couple du Trissac. Ah ouais. Oura! Oui, Oura, en effet, Je me ouais. souviens Ah de ouais, ça. ah Alors, ouais. dites-moi un peu Je qu'est-ce le qui sais. arrivait. Ouais, je ne sais pas si la même chose m'était arrivée. Je ne sais pas si j'aurais vu le courage que ces gens-là ont eu. Là. C'est difficile à dire, mais peu importe. Tu sais. Tu as continué toute ta vie, toi aussi. Mais T'es oui, chapeau, capsule. Ouais, là, après les mines,
On a vu, comment dire, un peu de... On a vendu nos droits minéraux à des compagnies. Et puis ça nous a aidés comme tel. Ça n'a pas été des millions, là, mais ça a fait du bien. Les mines en arrière de Chelmsford, si je peux m'exprimer de même, les mines d'Arrington, là. Oui, oui. Bon, ben là, ils ont réouvert en 1950, si ma mémoire est bonne. Et puis, il était censé de rouvrir beaucoup plus fort, et puis les affaires-là. Puis là, ben, ils ont acheté des droits minéraux de... Partout dans ce coin-là, partout dans la ville de Chelmsford, Exactement. Bletchley, Exactement, on va dire, ben, là. franchement, ça nous a fait du bien comme tel. Et puis, Linco en a fait du pareil quelques années après, que le terrain qui a appartenu au grand-père, à mon père, et puis quand mon père est décédé, il l'a donné à mon frère Marc, qu'on appelle. Et puis lui, tout a vendu ses droits minéraux à Linco, qui nous a donné quelques piastres, ça, tu sais, là. Ça, c'est le terrain au lac, ça. Oui, le terrain au lac. Ouais. Vous parlez de courage de lion. Votre garçon Daniel est ici, puis il dit que vous en avez un courage de lion. Ben, il y a des Alors, possibilités. Pourquoi vous savez ça? Pourquoi, ça s'est hérité, ça, de vos parents, de votre mère et de votre père. Exactement. Le courage de lion, là. Ben, parlez-moi de votre courage de lion. Ben, écoute, il faut, quoi que ce soit qui arrive, il faut que tu essaies de trouver une manière de surmonter qu'est-ce que c'est qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça voudra. Tu te laisses pas aller. Tu te revires de bord et puis tu demandes de l'aide à Dieu. C'est pas malin. Puis l'aide est là. 99% du temps. Comment est-ce que tu sais que tu as de l'aide de Dieu? Parce que... Bonne question, hein? C'est parce que... Qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Que ce soit une mortalité ou que ce soit un accident, ainsi, un ça, il y a de quoi qui survient pour t'aider à surmonter qu'est-ce que c'est qui vient d'arriver ou... C'est le même. Tu sais, mon gars, il y a un peu de... Il y a de l'esprit de Dieu là-dedans. Il y a de la force de Dieu là-dedans, jusqu'à un certain point. Faut que tu le demandes, le gars, tu sais, ça vient pas, ça là. Faut-tu que tu le demandes ou est-ce qu'il faut que tu regardes pour le trouver? Il y a ça aussi, il faut que tu regardes pour le trouver. Ça, il n'y a pas d'erreur là. Mais il faut que tu... Sans être religieux en fou, là, il s'agit de demander de l'aide qui est beaucoup plus fort que toi. Ça va. Quelques minutes encore. Mais donnez-moi votre trajet de vie, vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé sur la ferme? J'ai travaillé pour la ferme pendant ça, arrête un peu, de 1945. J'ai été sur la ferme, moi, là, du temps que je suis né jusqu'en 45. En 45, je me suis en allé travailler dans les mines pour une période de temps. J'ai été laissé aller parce qu'il a vu, dans l'économie mondiale, quand la guerre est arrêtée en Allemagne, il a vu une vague de laisser aller. Et puis, là, j'ai été laissé aller, moi, à Linco, dans le temps. Et puis, de là, je me suis en allé à Kirkland Lake, c'est Diamond Drill, pendant, quoi, un an, à peu près. J'étais chez Diamond Drill à Kirkland Lake. Là, ma mère est décédée, et puis je suis venu au funérailles, puis là, j'ai été demandé par mon père de revenir sur la ferme. Fait que là, je suis revenu sur la ferme, et puis pas longtemps après, parce que mes parents sont morts, arrête un peu là, à partir d'avril
votre mère est morte à 54, votre père à 58. 58, oui. Mais il y a quelques mois entre, hein. Oh, Ma mère est morte à la fin de mars, mon père est mort au mois d'août, la même année. Fait que là, ben, j'avais une sœur qui était infirme, moi. Charlotte, je sais pas si... je l'ai pas connu. Je l'ai pas connue, non. Elle était la plus vieille des filles. Et puis, c'était... selon ce qu'on sait, elle est née infirme. Ils ont été voir des spécialistes à Montréal et puis des choses-là, puis ils ne pouvaient pas rien faire avec. Fait qu'en tout cas, il y a ça, là, cette personne-là là, qui était ni plus ni moins Dépendante, vraiment. dépendante de nous autres. Ça fait que, franchement, on l'a pris, nous autres, quand on a repris la ferme en 1945. On a repris la ferme et puis on a pris notre sœur Charlotte, qui était infirme comme telle pour une période de temps. Après ça, qu'est-ce que tu avais fait, là, la terre? J'ai essayé encore une deuxième fois d'être cultivateur et d'essayer de gagner ma vie. Parce que je me suis débarrassé des animaux en question qu'on avait là, les vaches à lait. Je m'en suis débarrassé, je les ai vendus, puis je m'en suis racheté des nouvelles. Et puis, ça a duré, cela, à peu près, un an et demi. Et puis, il n'y avait pas moyen de... Ça voulait pas marcher comme il faut. Là. Parce que c'est que la charmante fumée de Linco qui nous arrosait de temps en temps faisait beaucoup de dommages. À chaque fois, le montant de lait de mes vaches diminuait. Ça fait que j'ai été obligé de, ni plus ni moins, j'ai fait une décision de discontinuer d'être cultivateur. Puis c'est là qu'on s'est décidé de, moi et mon frère, s'en aller à Chapelot, puis Avec Matt. avec Marc, exactement. Tu t'en allais à Chapelot, Dans vous le avez Chapelot, travaillé ouais. là. Ouais. Lui, s'en allait là le premier. Et puis, quand on a été certain d'avoir une licence pour bâtir un hôtel, ben c'est là que nous autres, on a déménagé puis qu'on a construit l'hôtel. Vous êtes devenu entrepreneur. Entrepreneur, oui, exactement. Vous avez passé combien de temps à Chapelot? À l'instant de 1960, j'étais 5 ans dans l'hôtel. Et puis, l'argent est bon comme tel à l'hôtel, mais c'est un genre de vie que j'ai pas aimé tant que ça. Tu vas bien trouver ça drôle comme tel, mais peu importe, c'est la vérité. T'es là que tu sers de la bière, là, tu sais, là, puis ça y va au ton, ce qu'on appelle. Mais, tu sors des beverage rooms, puis tu vois des gens assis là, spécialement des femmes assis là. Attendre pour leur mari. Attendre pour le mari, puis pleure. Ça t'a marqué, ça. Le cœur. Ouais. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, ça. Tu dis à toi-même, je suis une partie responsable de ça, moi. Alors, vous n'avez pas pu rester là? Non. Là, après ce que vous avez fait. Vous êtes envenu à Chelmsford? Non. Là, j'ai fait une erreur, là. Je me suis laissé brainwasher, qu'on appelle, excuse-moi, mon anglophone, en parlant avec un type qui était déménagé à Windsor. Un type de Chapelot.
Et puis, il m'a conté des histoires, puis j'ai pas été assez prévoyant ou quelque chose de même. Je l'ai cru comme tel, puis je me suis décidé de m'en aller À Windsor. à Windsor. Ça fait que... charge le ménage sur le train. Et puis, déménage à Windsor en pensant de faire une bonne vie, de parce que c'est comme on va raconter. Mais j'avais pas de métier comme tel. Ça, c'est ça qui m'a nuit comme tel, parce que c'est là qu'on commençait à demander des papiers, puis des ci, puis des ça, pour travailler. Et puis c'était une période de temps qui a été difficile. Aline, toujours à vos côtés, par Oui. exemple. Oui, ma femme tout le temps à mes côtés. Et puis, en tout cas, j'ai été là à partir de juillet. Dans cette période de temps-là, un de mes fils, Robert, était devenu enseignant, a eu de l'ouvrage Cap. à- À Cap? oui, c'était à Cap qu'il y a vu de l'ouvrage. Ça fait que c'est le même, il fallait que j'y aille le conduire De À Cap. Windsor à Kapuskasing. pour prendre, à Kapuskasing, pour prendre son ouvrage d'enseignant en septembre. On a couché à un motel là. Et puis, en parlant avec le propriétaire du motel de ça, j'ai appris qu'il était à vendre. Ça fait que ça m'a intéressé comme tel en parlant. Ça m'a intéressé. Je lui ai demandé de m'envoyer les états financiers de ça, ce propriétaire-là. Et puis par le mois de novembre de la même année, on était déménagé à Kapuskasing. C'est bien ça, là. Ah Hein? oui, ah oui. Vous aviez fait des décisions cette année-là. Ouais. En tout cas, on s'est lancé là-dedans. On était 3 ans dans le motel. Il y a eu du temps difficile, là. Il y a eu du temps difficile, là. Il a fallu faire attention de quelle manière qu'on dépensait nos piastres, là. Parce que le frère de celui de qui j'ai acheté s'est décidé. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle, un instant, une taverne, voisin de moi, à peu près à 300 pieds de moi. Et puis, il a perdu Son entreprise. son entreprise, il l'a perdu. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais 2 ans, presque 3 ans après, il s'est décidé de bâtir un motel à 500 pieds de moi. Un motel, ce qu'on appelle moderne. Moi, je n'étais pas moderne, j'avais acheté de quoi qui avait déjà quelques années. C'était beau, c'était propre, c'était pas mais c'était pas moderne. Il n'y avait pas de piscine là-dedans, là. Alors, ça vous a fait de la compétition. Il m'a fait de la compétition. Et puis là, je me posais des questions, là. Si on n'est pas capable de faire nos paiements, on se la fait enlever, ça, cette histoire-là. Alors, ça a été vraiment une autre expérience de vie. Une autre qui expérience vous a de la donné- vie comme qui vous telle. a donné des raisons de bien songer ou de penser à votre vie, à vos revenus, tout ça. Dans l'avance, moi, avant qu'on termine l'entrevue, vous êtes père de 12 enfants. Oui. Vous êtes grand-père de combien de petits-enfants?
Là, j'étais un petit peu perdu, il va falloir qu'il Daniel, me... 35. 35. 35, 36. Parce que l'heure avance. Oui. On a d'autres engagements. Moi, ce que je veux que vous me donniez un conseil. Parce que vous avez eu toutes ces expériences de vie. Vous avez connu la misère, vous avez connu la difficulté, Ouais. vous avez connu des moments bien heureux, des bons moments de vie. Mais j'aimerais que vous, en partant, là, que vous me donniez, si vous aviez à donner un conseil à ces 35 petits-enfants-là aujourd'hui, par tous les enfants que vous connaissez, ça serait quoi? Qu'est-ce que c'est que vous leur diriez, Florian? Qu'est-ce que c'est que vous diriez? Ça, c'est une question là, qui est un petit peu difficile à répondre. Pas obligé d'être longue, mais d'une phrase ou deux, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui? Parce que vous avez connu la vie des 1890, vous en avez entendu parler de vos grands-parents, les Castonguay sont ici à Chelmsford depuis ce temps-là. Mhm. C'est quoi que vous diriez aux jeunes aujourd'hui? Parce que vous êtes un homme de cœur. Vous êtes un homme qui avait peut-être pas beaucoup de formation dans différentes disciplines, mais vous avez une bonne raison, une bonne tête, ses épaules et un grand cœur. Qu'est-ce que c'est que vous diriez à vos petits-fils, à vos petites-filles? Tu me poses une question, toi, là, que franchement parler, là, tu me prends, là. Oh, je suis pas inquiète, je sais que vous allez venir avec quelque chose. Vous êtes un homme de cœur. Un homme de foi. Un homme de foi, ça, c'est une chose que, oui, je pourrais lui dire, de tout le temps demander à Dieu de les éclairer. De ne pas avoir peur de demander. Ça va leur faire quoi, ça? De ne pas avoir peur de demander de l'aide de Dieu. Parce que c'est pas créable comment ce que c'est que, en demandant de l'aide, il nous éclaire. Des fois, c'est pas tout le temps de la manière qu'on pense, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui survient. On appelle ça t'éclaire. Ça te donne une manière de faire une décision. OK, alors si vous voulez juste, là, pour qu'on sait que ça vous donne quelque chose, là, vous avez parlé que ça va éclairer les jeunes, ça va éclairer vos enfants, de ne pas avoir peur de demander. De demander à Dieu. Oui, de demander. Tu sais, des fois, tu as des décisions à faire, puis tu sais pas quoi. De quelle manière, et puis même de par là. Moi, ça a tout le temps été mon but, si c'est le bon mot, de dire Seigneur, éclaire-moi. Dirige-moi. Dans presque toute ma vie. Puis il a été là pour vous. Oui. Ah oui. Parce que dans la vie que soit, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, ils frappent, qu'est-ce qu'on appelle dans mon langage commun, on frappe des murs de briques qui est difficile à traverser. Si on n'a pas la foi, c'est encore plus difficile.